va moins générer de débit, on va avoir une hypoperfusion rénale, une défaillance rénale, donc avec des œdèmes qui vont se majorer en post-opératoire. Et quand il y a de l'œdème partout, il ne faut pas imaginer que le myocarde est épargné. Il y a de l'œdème myocardique aussi. Et ça, on est dans un espèce de cercle vicieux. On commence le problème avec de l'œdème myocardique et on finit par aggraver cet œdème myocardique. On est vraiment dans un cercle vicieux qui entraîne, qui aggrave ce bas débit cardiaque. Alors que si on est dans une situation où on s'acharne à dépléter ces œdèmes interstitiels avec de l'ultrafiltration per CEC, tout ça, on est plus dans une situation, plutôt que d'être dans un cercle vicieux, on va plutôt être dans un cercle vertueux. On va dépléter ces œdèmes, le cœur va être moins œdématique, il va pouvoir mieux fonctionner, il va pouvoir assurer un meilleur débit, les reins vont pouvoir être mieux irrigués, une meilleure diurèse, et on va pouvoir négativer le bilan hydrique, et on gagne un peu sur ces œdèmes interstitiels. C'est là où je voulais en venir. Toute cette stratégie-là, on est rapidement dans des cercles vicieux dans ces syndromes. Alors que l'idée, c'est d'être dans des cercles vertueux. Donc toutes les stratégies anti-inflammatoires, il faut les favoriser. Et puis les phases d'assistance post-déclampage. Philippe en a parlé tout à l'heure. Qui dit clampage, avec la meilleure cardioprotection, on a une consommation des réserves énergétiques de la cellule myocardique. Si en plus on va utiliser, mais je vais y arriver, dès le déclampage, on met des inotropes, catécholaminergiques, la vraie, la double, tout ça, passe par la pénicillase, passe par la consommation de l'ATP. Quand on sort d'un clampage avec un cœur qui est déjà un peu en dette énergétique, on le fouette avec des inotropes qui vont finir d'épuiser le reste de ses réserves énergétiques. Il y aura un moment, il va y avoir crise. Alors que le fait d'assister en post-déclampage, en laissant le cœur éjecté, en le remettant partiellement en charge, c'est là où on va reperfuser doucement les cellules myocardiques, on va réapporter de l'oxygène doucement, on va laisser le temps au cœur de se décharger de ses radicaux libres, et le fait de les assister, ça permet de restaurer ces réserves énergétiques qui ont été un peu épuisées. Et une fois qu'on aura remonté un peu le niveau des réserves de change, si je puis dire, on pourra lui mettre un peu de drogue, et là on aura un peu d'avance en termes de réserve énergétique. Donc la phase d'assistance post-déclampage, elle sert à ça. Il faut vraiment avoir un peu cette philosophie en tête. Elle va être forcément, quand on adopte cette philosophie, on va être forcément un peu extrémiste, c'est-à-dire on aura tendance à assister toujours un peu, mais vaut mieux ça que l'inverse. Il vaut mieux assister trop que pas assez. C'est beau ça. Ensuite, une fois qu'on a bien anticipé le MCOS, il faut savoir le traiter. Pour savoir le traiter, un cœur qui est bien réparé, c'est pas compliqué. Il faut que les électrolytes soient bien, il faut que la volémie soit bien, et il faut un peu d'essence pour qu'on puisse le faire travailler avec les endroits pour le faire travailler. La précharge. En sortie de CEC, encore une fois, on a toujours, sur la phase d'hémostase, on a toujours de l'hypovolémie. Donc il y a toujours de l'hypovolémie qu'on oublie c'est pas qu'on oublie de compenser, sur laquelle on a toujours un peu de retard, parce qu'on ne remplit pas un malade avant qu'il vienne, on le remplit après qu'il est saigné. Donc une fois, pendant la phase d'hémostase, il y a toujours une dette volémique, et donc cette volémie, il faut vraiment l'assurer. Toutes les cardiopathies congénitales, quand Philippe a sorti son tableau d'un bouquin des années 80, toutes les cardiopathies congénitales méritent un remplissage, sans exception. Il n'y a pas une cardiopathie où il faut dire, voilà, il faut vraiment les dépléter, les assécher en sortie de CEC. Après, je ne dis pas qu'il faut les gonfler, hein, c'est pas pour les remplir, mais il faut pas qu'elles soient hypovolémiques. Il faut que la volémie soit correcte. Pour que la volémie soit correcte, le correct il vient d'une évaluation. Donc il faut pouvoir évaluer son niveau de volémie, d'où la mesure des niveaux de remplissage par des KTOG ou des PVC pour le côté droit du cœur. Donc les patients qui sortent avec un certain nombre de bas débit cardiaque, également, il faut qu'ils aient un monitorage assez renforcé pour pouvoir mener leur réanimation à bien. Donc optimiser la précharge passe par un monitorage aussi.
Le support inotrope, on va en parler, il y aura quelques diapos spécifiques au choix des inotropes. Optimiser la poste-charge, pareil, favoriser la fonction de la ventricule, il faut améliorer le couplage ventriculo-artériel, donc il faut essayer d'avoir un niveau de vasodilatation relatif convenable, il ne faut pas avoir des postes-charges élevés par rapport au ventricule. Si on a des pressions pulmonaires élevées, il faut mettre des antihypertenseurs pulmonaires, il faut des UNO pour aider le ventricule droit à fonctionner. Le ventricule gauche, il est défaillant, avec des résistances vasculaires systémiques qui vont être forcément élevées, mais il faut l'aider à travailler, et puis vasodilater en périphérie pour pouvoir améliorer la perfusion tissulaire. Et c'est le rôle des inhibiteurs des phosphodiesterase de type 3 pour le systémique, c'est l'amylose, le cortisol. Et le traitement des œdèmes interstitiels, parce que vous avez compris un peu où les enjeux se situent, c'est au niveau de l'interstitio myocardique en propre. Donc toute la stratégie d'ultrafiltration qu'on aura menée pendant la CEC et ensuite en post-opératoire, il faut avoir, j'allais dire, la dialyse facile. Dès lors qu'on a une diurèse qui n'est pas, surtout sur les premières 24 heures, sortir avec un bas débit cardiaque, avec un myocarde qui est un peu défaillant et une défaillance rénale, c'est un peu compliqué à réanimer parce qu'on a besoin de dépléter les œdèmes, on a besoin de basculer du cercle vicieux au cercle vertueux, c'est-à-dire améliorer l'interstitio myocardique, dépléter tout cet œdème myocardique interstitiel pour laisser le cœur, pour améliorer les performances du myocarde. Donc toutes les stratégies pour lutter contre les œdèmes interstitiels doivent passer par là. C'est diurétique à la dialyse péritonéale. Je vous dis juste un peu notre recette locale. On n'attend pas de voir si le rein fonctionne, enfin si le patient en refisse ou pas. Dans des situations un peu chaudes comme ça, on sort avec le Lasix à 10 mg kg. On le démarre de suite. C'est plus facile de baisser les diurétiques que de prendre du retard à les augmenter. D'accord? Donc nous on met les diurétiques directement à forte dose. Au bout de quelques heures, si on voit que ça vient, on baisse le niveau du diurétique. Mais si vous arrivez, vous avez fait 1 mg de Lasix, et on se dit j'attends 2 heures, et puis au bout de 2 heures il n'y a rien, et puis au bout de 2 heures vous avez monté la braie de 2 fois, et qu'il n'y a toujours rien, et puis je dis ah je monte de Lasix, et puis on attend encore 6 heures, et puis on a le potassium qui est à 6,5 ou 7. On dit oulala, il faut mettre la dialyse, on aura perdu du temps. Ça ne sert à rien de fonctionner comme ça, je pense. Ça, c'est un avis, enfin, en tout cas c'est notre avis. On démarre fort de suite, quitte à baisser. D'accord? Et vous avez compris aussi pourquoi vraiment négativer les bilans hydriques, surtout chez les petits, la néonate, tout ça, c'est vraiment déterminant. Sortir avec un sternum fermé, vous n'allez pas fermer le sternum tant que vous n'avez pas négativé les bilans hydriques. Il faut les négativer sur 2-3 jours bien comme il faut avant de fermer le sternum. Donc cette stratégie aussi de lutter contre les œdèmes en mettant les diurétiques à temps, ou même si les diurétiques ne fonctionnent pas, il ne faut pas attendre 24 heures pour mettre la dialyse. La dialyse, quand on la met on prend la décision dans les 6 heures. Dans les 6-8 heures, si on voit que ça ne passe pas, la morbidité d'un cathète de dialyse péritonéale est très très faible. Des fois, il suffit même de mettre le cathète de dialyse, de vider l'acide pour que les choses repartent. Parce que le syndrome compartimental entraîné par l'acide lié au bas débit cardiaque, ça permet de gérer le problème. Ensuite, les autres stratégies thérapeutiques, les corticoïdes. Encore une fois, j'ai un peu de biblio sur la fin, hein, où il y a de la littérature, pour, pas pour. Vous savez, avec la littérature, on peut dire tout et son contraire. Mais les corticoïdes, on les met pas systématiquement. Il y a des papiers dans lesquels l'intérêt des corticoïdes est assez positif dans des situations de réaction inflammatoire importante, parce qu'il y a œdème myocardique, CEC lent, clompage lent, il y a forcément du cirque, de l'inflammation, et les corticoïdes, on les met dans ces situations-là. Nous, à quel moment on essaie d'être un peu pratique j'essaie d'être un peu pratique dans les présentations. Les corticoïdes, quand est-ce qu'on les met? D'ailleurs, c'est des courtes doses, hein, c'est 50 mg. C'est quoi L'hémisuccinate. Quand est-ce qu'on les met?
c'est les bébés qui sortent du bloc. Allez, ils ont 6 dogés, je remplis, ça monte à 9, et 30 minutes après, ça se recasse la gueule, il y a besoin de remplir à nouveau. On remplit à nouveau, vous avez l'impression de remplir une passoire, quoi. On a des situations où on a des bébés de ce type-là. C'est ceux qui ont vraiment une réponse inflammatoire très importante à la chirurgie, à la CEC. Ceux-là, on bloque, en fait, il y a une fuite microcapillaire. C'est des bébés qui gonflent très vite, le lendemain, ils sont tout gonflés. Et c'est ceux-là chez qui on rescue, on met des bolus de corticoïdes assez forts. Donc on sort. C'est ce que je viens de dire, je ne sais pas. Non, c'est quand on a l'impression de trop les remplir. On remplit, au fait, on a l'impression, globalement, on se dit, je remplis, je ne sais pas où ça va. Ça reste pas dans les vaisseaux, en fait, ça reste pas dans la circulation. C'est parce que ce sang, ça passe dans l'interstitium. Il y a une fuite capillaire. C'est des patients qui ont une fuite capillaire, mais ils l'ont rapidement. En post-opératoire, dans les premières heures, vous mettez un KTO, vous avez un KTOG, vous voyez qu'il est vide, il est tachycarde, vous remplissez. Au bout d'une heure ou deux, il faut à nouveau le remplir. C'est quand vous faites le bébé que vous remplissez en dehors du saignement, en dehors des problèmes de saignement, ça c'est à part. Mais ceux qui ne saignent pas et que vous avez l'impression de devoir les remplir, vous le remplissez 3-4 fois en moins de 6 heures, c'est qu'il y a une fuite capillaire et qu'il y a une réponse inflammatoire importante, il y a une réponse inflammatoire systémique importante. Ceux-là, ils méritent des corticoïdes. Pas à ma connaissance. Après, les paramètres biologiques inflammatoires, ils sont tous faussés en post-CEC. Ils sont tous élevés, ils ont tous des CRP élevés, des procalcitonines élevées, c'est pas spécifique. C'est pas spécifique. Donc, c'est plus avoir un témoin d'une fuite capillaire. En fait. Le témoin de la fuite capillaire, c'est un peu limite. C'est le patient qui vous paraît hypovolémique, en tout cas dans son secteur intravasculaire. Vous le remplissez et vous allez, ça a un effet immédiat, mais ça ne dure pas. Au bout de quelques heures, voire même plusieurs dizaines de minutes, vous avez le niveau de volémie qui redescend à nouveau. C'est tout le remplissage qui passe en interstitiel. Voilà. Des corticoïdes. Bon, fermeture sternale retardée, quand on est avec il y a des critères pour la fermeture sternale retardée, c'est les clampage du hanche chez les nouveau-nés ou quand on a des niveaux de support inotrope qui commencent à être élevés. Cela, il ne faut pas jouer, on est sans sternum-ouvert, on a toujours le temps de les refermer, et ça se passe bien. Et le cas à l'extrême, quand malgré tout ça, on est en situation toujours critique, c'est l'assistance. L'assistance sera l'objet d'un cours à part. Laisser un petit shunt atrial, on peut discuter. Le shunt atrial pour la défaillance droite, je pense qu'il n'y a pas à discuter. Toutes les pressions pulmonaires élevées, les défaillances droites, ça a un intérêt de laisser un petit shunt atrial. Nous aussi, en réanimateur, pour les défaillances gauches, également, on pense que c'est nécessaire. Enfin, c'est utile. Pas nécessaire, mais c'est utile. Pour les défaillances gauches. C'est toujours débattu. Nous, avec notamment Bernard, quand on discute, on s'amuse un peu parce qu'on n'est pas d'accord. Je lui dis quand on laisse un shunt atrial pour une défaillance gauche, ça n'a pas de sens parce que ça shunt gauche-droit et forcément ça revient. Ça revient par la circulation pulmonaire, c'est logique. Après, nous, ce qui nous embête quand il n'y a pas de shunt atrial, quand on a des à-coups d'augmentation de POG, de PCDVG sur une défaillance gauche, le lit pulmonaire il ramasse aussi. Le lit pulmonaire il ramasse. Donc, le fait d'avoir un shunt atrial qui peut shunter parfois gauche-droit, ça peut protéger un peu le lit pulmonaire et éviter d'avoir. Parce que si on a une défaillance ventriculaire à laquelle on rajoute une défaillance respiratoire sur des œdèmes, là on est encore dans l'extrême complication. Donc le fait d'avoir un petit shunt atrial, il y a des papiers, d'ailleurs j'ai envoyé le papier où ça a été, il y a des papiers qui démontrent un peu l'intérêt de maintenir un shunt dans ces situations-là. Et ça encore une fois c'est des choses qui sont discutées, mais je dis, en tout cas pour la défaillance droite et l'hyperpression pulmonaire, ça a un intérêt.
Pour la défaillance gauche, nous on pense que oui, tout le monde n'est pas du même avis. Non, 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 non. Ça c'est quand on sait que. Non, non, après, sur des réparations un peu complexes, sur des phalos compliqués, sur des aptios compliqués, enfin, des situations de pathologie du cœur droit, on laisse le faute, où il essaie de le réouvrir. Parfois, sur des situations quand on a des CAV avec des DG d'endroit, des CAV déséquilibrés, sur lesquels on va aller sur une réparation ventriculaire, où on met des patchs, là on peut mettre un coup de. Ah, oui, mais avec comment on appelle ça, un touch, voilà, classique. Une petite CIA calibrée, on peut calibrer à 2 mm avec un touch. Là, ça fait vraiment un petit gicleur qui permet de décharger. Non, on ne repart pas volontairement pour faire ça, on l'anticipe. C'est une façon d'aider quand on va vers une situation où on va être en défaillance myocardique. C'est une des façons aussi c'est des éléments supplémentaires qui peuvent aider. Voilà, en somme, il faut tout faire pour améliorer la perfusion tissulaire. Maintenant, le support inotrope. C'est le gros pavé du cours. La littérature, on peut chercher, faire tout ce qu'on veut. La littérature, on l'interprète un peu comme on veut parfois. Et dans la chirurgie cardiaque congénitale, aller trouver des séries, des études méthodologiquement robustes avec du randomisé, machin, comparatif, cohorte versus volume ou autre. Vous pouvez chercher, il y en a peut-être quelques-unes avec des petits effectifs, donc pour en tirer des conclusions, des outils qui peuvent entraîner des consensus, eh bien il y en a pas. C'est pas la peine de chercher. Après, ce qu'il faut mettre dans la balance, dans la gestion des inotropes, c'est tout simplement du bon sens. Les catécholamines, globalement, donc vous avez toutes les bêta-mimétiques, les inhibiteurs des phosphodiestérases de type 3 et les aussi manquants. Comment fonctionnent globalement tous ces inotropes? C'est très simple, comme vous le voyez. Il y a un récepteur bêta, d'accord, qui est stimulé par les catécholamines, avec libération de la dénicyclase qui va hydrolyser l'ATP en AMP cyclique. L'AMP cyclique qui va aller stimuler le composé P, qui va permettre l'ouverture du canal calcique. Le calcium va rentrer dans les cellules, il va aller dans le réticulum sarcoplasmique, saturer les réserves calciques. Le calcium est libéré. Le calcium va venir se lier à la troponine, libérer le complexe calcium-troponine va se déplacer et libérer l'interaction actine-myosine. Et c'est de cette façon-là qu'il y a contraction musculaire. Les inhibiteurs des phosphodiestérases agissent là, parce que l'hydrolyse de l'ATP en AMP cyclique est inhibée par les phosphodiestérases de type 3. Quand on inhibe les phosphodiestérases de type 3, on favorise cette action. Donc le chorotrope, l'adrénaline et la dobu agissent en consommant de l'ATP et entraînent une augmentation de la concentration intracellulaire en calcium. D'accord? Donc, stunning, ischémie reperfusion, clampage, défaut de cardioprotection, réserve énergétique un peu compromise. Donc vous comprenez que ces drogues-là, il ne faut pas les démarrer très vite après le déclampage. Ça ne sert à rien, c'est même néfaste. D'accord? Déjà, c'est un message. Je dis ça parce que c'est pas. J'en ai vu. J'en ai vu des patients sous-adrés pendant le clampage. Des patients qui étaient défaillants, ils étaient sous-adrés en préopératoire, ils arrivent au bloc avec leur drogue, en clampe. Les collègues laissent l'adresse, tu demandes mais pourquoi vous n'arrêtez pas l'adresse pendant le clampage? Non, comme ça, quand on va déclencher, il est bien imbibé d'adresse, puis ça va bien fonctionner. C'est pas bon, vous êtes d'accord, c'est pas une bonne idée de mettre de l'adresse pendant le clampage, et surtout pas très tôt après le déclampage. Parce que pour la cellule myocardique,
c'est pas cohérent. D'accord? Quand on dit bas débit cardiaque post-CEC, ça se situe là, en fait. C'est la cellule myocardique qui a souffert du clampage, des conditions de la CEC. Donc il ne faut pas aller consommer les réserves d'ATP qui restent, aller les surcharger encore en calcium rapidement. Ce qu'il faut faire après le déclampage, ben, c'est laisser la cellule myocardique souffler un peu. Enfin, elle va être reperfusée, l'oxygène va arriver, le cycle de Krebs va faire son affaire, les réserves énergétiques vont être restaurées au niveau de la cellule myocardique, le calcium il va s'équilibrer dans le réticulum sarcoplasmique, et puis c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'elle demande à la cellule myocardique après le déclampage, c'est qu'on la laisse tranquille. Une fois qu'on a envie d'aller rejoindre maman parce que le temps commence à presser et qu'on a commencé à baisser la CEC, on a des critères. Une fois qu'on a commencé à baisser le niveau de CEC, d'accord, je ne sais pas comment vous raisonnez en termes de débit ou d'index, comme moi je raisonne en termes d'index de pompe. Quand on arrive à 1 litre d'index de pompe, les choses elles commencent à être à peu près claires déjà. À 1 litre d'index de pompe, on est pas loin du sevrage, on sèvre généralement à 0,5 d'index de pompe, 0,5 litres d'index. À 1 litre, on voit déjà si l'hémodynamique est à peu près bien, si les POG n'augmentent pas, à niveau de volémie constant, je vérifie mon calcium, tout nécessaire et tout. Et je fais mon écho, j'ai pas de lésion résiduelle, j'ai une bonne contractilité, j'ai pas un œdème monstrueux au niveau de mon myocarde. Là, je me dis, là, ça a l'air d'aller, je vais pouvoir sevrer la CEC. Et c'est à ce moment-là que je vais démarrer mes drogues. Quand je suis entre 1 litre et 0,5, pas loin, on ne va pas s'arrêter sans drogue, parce qu'on aura forcément besoin dans ces situations-là. Et là, on démarre les drogues. Là, il y a aussi un côté pratique aussi dans la façon dont on utilise les drogues. Quand on dit on démarre les drogues, il faut être sûr que les drogues soient dans le malade aussi. C'est pas genre j'allume mon pouce seringue et puis les drogues, parce qu'avec les débits en pédiatrie qui sont parfois de 0,2 ml/h et que le prolongateur il fait 2 mètres, le temps que ça arrive, voilà. Donc nous, ce qu'on fait également, on met une seringue de purge, où on remplit la seringue avec l'adré et le corotrope, le mélange de cocktail qu'on veut mettre, et on sait combien de volume il nous reste pour arriver jusqu'à la voie centrale, c'est des prolongateurs de 30 cm, de 0,45 ml, et quand je veux démarrer mes drogues, je purge juste ce qu'il faut pour, je fais pas un bolus, je purge juste ma ligne pour être sûr que mes drogues arrivent à ce moment-là, ça arrive dans la minute. Donc là, je vois les drogues arriver, et je continue. D'accord ? Parce que des fois, il suffit, il faut vraiment, encore une fois, s'affranchir de toutes les insuffisances, de tous les gags. Je dis, j'arrête la CEC, je démarre les drogues. Si c'est démarrer les drogues, c'est allumer un coup sur un, c'est pas démarrer les drogues, démarrer les drogues, il faut que les électrodes soient dans le myocarde, il faut que ce soit dentaire. Voilà. Ça paraît un peu, ça coule de source. Et parfois, c'est pas si évident que ça. Donc ça, c'était juste pour simplifier le schéma précédent, pour faire plus simple. Donc les récepteurs bêta fonctionnent de cette façon-là. Quand ils sont stimulés, ils libèrent la dénexyclase, ils transforment l'ATP en AMP cyclique, il va stimuler le composé B, le calcium. C'est bien le schéma. Le calcium rentre dans le réticulum sarcoplasmique, le calcium est libéré, qui va aller se lier à la troponine qui libère la myosine. Là, il va y avoir une contraction. C'est pas fini. Ça, c'est la systole. Il y a aussi la diastole. Il faut que le calcium soit recapturé. La recapture du calcium se nécessite aussi de l'ATP. D'accord ? Les catécholamines abrées d'obus chorotropes agissent de cette façon-là, donc elles décuplent la contraction, mais il y a consommation d'ATP en systole. Il y a toujours la consommation d'ATP en diastole. Le lévocimandant, il va faire quoi? C'est un sensibilisateur de la troponine au calcium. Donc, le calcium, le peu de calcium, il ne va pas ouvrir le lévocimandant, n'ouvre pas le canal calcique. Donc, il n'y a pas d'augmentation de concentration intracellulaire en calcium. Comme il n'y a pas d'augmentation de concentration calcique intracellulaire, ben, il va augmenter l'affinité de la troponine au calcium qu'il y a dans le cytoplasme. De cette façon-là, ça va entraîner un effet inotrope. Et comme il n'y a pas d'augmentation de calcium intracellulaire, ben, il y en a moins à recapter, donc il a un effet lysotrope indirect.
Il améliore la fonction gastrique. Ça, c'est pour les modes de fonctionnement. Que dit la littérature? Franchement, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Là, c'est des vieux papiers sur la dobu. Pourquoi on n'aime pas la dobu par rapport au chorotrope? Vous allez me dire, ça agit à peu près de la même façon. Déjà, sur des bébés qui ont des fréquences cardiaques qui ne sont pas très basses, qui sont relativement élevées, la dobu elle est beaucoup plus tachycardisante que le chorotrope. Elle est moins vasodilatatrice que le chorotrope. Elle est plus arythmogène que le chorotrope.